En 1999, un étudiant fauché du nom de Casey Fenton part en Islande. Le problème, les hôtels sont hors de prix. Alors il a une idée pour le moins originale. Il met la main sur un répertoire d'étudiants et envoie près de 1500 mails pour leur demander de l'héberger. Résultat, des centaines de réponses et il est accueilli gratuitement par des inconnus pendant son voyage. De cette histoire folle, naît une idée qui va révolutionner le voyage au début des années 2000. Couchsurfing. Un site qui permet à des millions de voyageurs de dormir chez l'habitant, partout dans le monde. Gratuit et en immersion dans la culture locale. Le succès est immédiat. Couchsurfing devient rapidement un symbole de voyage libre. Une communauté mondiale, des rencontres inoubliables et des millions de membres actifs aux quatre coins du globe. Mais aujourd'hui, le site est largement déserté. Profil fantôme, cotisation obligatoire, une chute vertigineuse. Alors, comment une idée aussi belle a-t-elle pu tourner au désastre? J'ai enquêté sur la chute de Couchsurfing et la vérité est bien plus sombre que ce que vous imaginez. L'histoire de Couchsurfing commence avec un étudiant américain, Casey Fenton. En journée, il étudie la programmation informatique à l'université du New Hampshire et le soir, il traîne avec ses amis, cherche des stages, la vie d'un étudiant classique quoi. Sauf qu'en 1999, tout bascule. Depuis longtemps, il rêve de voir les aurores boréales islandaises. Et ça tombe bien, il déniche un billet d'avion à prix cassé pour l'Islande. Bref, il saute sur l'occasion. Casey réserve, paye et commence à planifier son séjour. Puis il découvre les tarifs des chambres d'hôtel. Et là, il prend sa première grosse douche froide alors qu'il est même pas encore parti. Et les hôtels en Islande, ils affichent des prix bien plus élevés qu'aux États-Unis. Il peut payer son billet, sa nourriture, ses excursions, mais pas l'hébergement. Peu importe le nombre de fois qu'il refait ses calculs, impossible de se payer une chambre. Sauf que, contrairement à des millions d'autres étudiants, il a un atout. C'est un crack de l'informatique. Alors, il met la main sur un répertoire d'étudiants islandais et envoie le même email à 1500 d'entre eux. Le message original, il a disparu dans les tréfonds d'internet. Mais on peut l'imaginer. Étudiant américain cherche un toit pendant son séjour en Islande. Bonne humeur. Garantie. Et vous savez quoi? C'est l'une des rares fois où un spam porte ses fruits. Une centaine de personnes lui répondent positivement. Imaginez, 100 inconnus prêts à l'accueillir gratuitement. C'est ainsi qu'il se retrouve à loger chez un chanteur de R&B. Le séjour est une révélation. Et dans l'avion du retour, une idée germe. Son voyage a été exceptionnel parce qu'il l'a vécu chez un local. 1. C'était gratuit, donc accessible même avec un budget rikiki. 2. Il a découvert des lieux hors des sentiers battus. Et 3, il s'est fait des amis pour la vie. Le 12 juin 1999, Casey enregistre le nom de domaine couchsurfing.com, mais ne crée pas encore de site internet. Le nom Couchsurfing reflète directement le concept de base, consistant à trouver un endroit où dormir, souvent un canapé, donc couch en anglais, grâce à la générosité d'étrangers. Via les forums, qui étaient surpuissants à l'époque, il fait connaître son concept. Et toujours via les forums, la communauté gagne ses premiers membres. Le 2 avril 2003, Casey Fenton fait de Couchsurfing une association à but non lucratif. Gardez bien ça en tête, c'est de là que viendra l'inévitable chute de Couchsurfing. Un an plus tard, le 12 juin 2004, le site web couchsurfing.com ouvre enfin au grand public. Dès le lancement, Couchsurfing est un carton. Les personnes hébergées, aussi appelées surfers, l'adorent. Les personnes qui reçoivent, c'est-à-dire les hôtes, vantent la plateforme. Et une vraie communauté soudée et engagée se crée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les adeptes de Couchsurfing, ça n'a jamais été une question d'argent. D'accord, le fait de ne pas payer pour un hôtel est un gros plus. Mais ce qui les intéresse vraiment, c'est le contact humain. C'est d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de découvrir un pays à travers les yeux de ceux qui y vivent. C'est cet esprit qui unit les bénévoles qui travaillent sur le projet. À partir de 2006, ce sont eux qui améliorent le site web et organisent les événements de Couchsurfing à Paris, à Amsterdam, à New York et dans de nombreuses autres villes un peu partout autour du monde. Cette atmosphère bon enfant attire les autres voyageurs comme des mouches. En 2010, rendez-vous compte, Couchsurfing compte 1,7 million de membres déjà. En 2011, 3 millions de membres. En 2012, on est à 5 millions. Rien qu'en 2010, le site web avait aidé plus de 4 millions de voyageurs à vivre chez l'habitant. 4 150 000 amitiés y avaient vu le jour. Couchsurfing était un vrai phénomène et surtout un phénomène positif. C'est pas juste le fait de voyager gratos qui a fait sa force, c'est surtout son esprit communautaire. L'idée de Couchsurfing a germé dans la tête de Casey, mais ce sont les bénévoles qui l'ont fait germer et l'ont transformé en une success story. Et ils l'ont fait gratuitement. Et parfois même en faisant un ou plusieurs dons financiers. Et quand le portail a connu des périodes difficiles, ce soutien inconditionnel s'est révélé utile. Le 28 juin 2006, une faille dans le système de sauvegarde provoque la perte
de toutes les données. Couchsurfing.com cesse d'être accessible. Pour le créateur, Casey Fenton, c'est la fin et il voit pas comment réactiver le site. Mais les membres de la communauté ne l'entendent pas de cette oreille. Plusieurs bénévoles retroussent leurs manches. Ils se rassemblent à Montréal et pendant plusieurs jours réparent le système. Le 7 juillet 2006, le site est à nouveau accessible. La communauté de Couchsurfing a encore frappé. Le concept, l'engagement des membres, Couchsurfing.com fait la une de plusieurs médias. CNN, USA Today, Time, les magazines et les chaînes de télé se pressent pour interviewer Casey. Mais pour le voyageur qu'il est, la vraie reconnaissance, c'est quand Couchsurfing se met à être cité dans des guides tels que Lonely Planet. Le site gagne en notoriété et quasiment tous les retours sont positifs. Mais progressivement, les choses changent et les commentaires aussi. La plateforme cesse d'être gratuite. Tout à coup, les utilisateurs sont prélevés de manière aléatoire. Katie Lees qui dit « Et si vous pouviez arrêter d'arnaquer les gens avec vos frais cachés de 70 €, ça serait génial. Vous êtes une honte absolue. » Marc qui nous dit « J'ai annulé mon abonnement il y a longtemps et je suis toujours facturé 20 $. Couchsurfing, j'ai besoin de remboursement et d'annulation. » Reda qui dit « Ce sont des voleurs. L'an dernier, j'ai payé un abonnement à vie. Aujourd'hui, je dois rembourser pour 1 an. Une blague et aucun moyen de contacter les supports. Ça sent pas bon. » Le 2 avril 2003, quand Couchsurfing est enregistré, il s'agit d'une organisation à but non lucratif. C'est cette forme juridique qui causera sa perte. Ouais, je sais, en regardant son fonctionnement initial, on peut penser que c'est un choix logique. Personne ne paye personne. Presque tout est construit par des bénévoles. Il n'y a pas de vente de services ou de produits. Les membres ont la possibilité de faire des dons. L'association semble être la forme juridique appropriée. Pas vraiment. Être une asso a un avantage majeur. Vous ne payez pas de taxes. Et ça, c'est quelque chose qui a tapé dans l'œil de Casey Fenton. Il est le président, le trésorier, le secrétaire et le chef du conseil d'administration de Couchsurfing. Première erreur, parce que les lois du New Hampshire, l'état où a été créé Couchsurfing, ne reconnaissent pas le statut de CEO dans une association. Mais peu importe, Casey continue de piloter Couchsurfing. Maintenant, attention, ce que je m'apprête à vous dire est le fruit de témoignages recueillis sur internet. Couchsurfing.com a été bloqué du site archive.org. Je peux donc pas accéder aux anciennes versions du site. Et au départ, Casey communiquait avec sa communauté via des newsletters et des articles de blog. Ceux qui nous intéressent ont été supprimés. Je vous invite donc à prendre ce qui suit avec des pincettes. Et justement, selon un ancien bénévole de Couchsurfing, en tant que leader suprême, Casey percevait un salaire annuel de 70 000 $. Avec l'inflation, aujourd'hui, ça représenterait 122 000 $ environ. Autant dire qu'il se mettait plutôt bien, ce qui est vraiment pas un crime. En soi, les assos ont le droit d'avoir des employés. Casey travaille à temps plein pour Couchsurfing, il a donc le droit d'être rémunéré. En revanche, là où les choses se corsent un petit peu, c'est au niveau de la distribution des revenus. En 2008, Couchsurfing aurait collecté près de 788 000 $, dont plus de 99% venant directement des dons des membres. Et le problème, c'est qu'il y a une large partie de cet argent qui n'allait pas au développement du site, mais il servait à financer le train de vie du staff. Salaire, loyer, nourriture et voyage. Et le staff était surtout composé de proches de Casey. Selon une analyse indépendante basée sur la méthodologie Charity Navigator, près de 70% des dons étaient classés en frais administratifs. Autrement dit, l'argent des dons servait surtout à faire tourner la machine interne, pas à améliorer le service pour les voyageurs. Et ça s'arrête pas là. En 2009, l'organisation aurait dû publier un audit indépendant et une déclaration fiscale. Non seulement rien n'a été rendu public, mais en plus, les chiffres transmis aux autorités n'étaient même pas les mêmes que ceux affichés sur leur site. Les bénévoles, ils étaient motivés uniquement par l'envie de découvrir de nouvelles cultures. Pas sûr que Casey ait été poussé par le même désir. C'est ça et d'autres facteurs qui poussent le service des impôts américains à rejeter leur demande d'exonération fiscale. Couchsurfing perd son statut d'association. Et la suite, vous la connaissez. En 2011, Couchsurfing devient une entreprise. Il n'est plus question de faire de la charité. La marque a besoin d'argent pour continuer à exister. Et les nouveaux dirigeants savent exactement où en trouver. Maintenant, rien ne dit que ça plaira aux membres de la communauté. En 2004, quand Couchsurfing.com est créé, son utilisation est 100% gratuite. En 2011, quand Couchsurfing devient une entreprise, les fondateurs promettent que les utilisateurs n'auront pas à payer 1 centime. C'est le premier mensonge d'une longue série. En août 2011, Couchsurfing lève 8 millions de $. Un an plus tard, Couchsurfing reçoit 15 millions de $ supplémentaires. 23 millions investis en 12 mois. Je pense que vous voyez arriver la catastrophe. Personne n'injecte 23 millions de $ dans un business pour la bonne cause. Couchsurfing doit devenir rentable et rapidement. Au début, c'est juste de la pub, partout sur le site, dans tous les coins de la fenêtre. S'il est possible de glisser une publicité, Couchsurfing le fait avec joie. Mais la publicité en elle-même, c'est pas forcément le problème. La vraie question, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'elle génère ?
Et c'est justement ce qui m'intéresse chez le partenaire de cette vidéo, Ecosia. Ecosia, c'est un moteur de recherche qui consacre 100% de ses bénéfices à l'action pour le climat, notamment en finançant des projets de plantation et de protection d'arbres. À ce jour, plus de 250 millions d'arbres ont été plantés dans plus de 35 pays. Et perso, j'aime bien l'idée de pouvoir transformer quelque chose que je fais de toute façon plusieurs fois par jour, comme chercher une info sur internet, en un geste qui peut avoir un impact positif. Il y a un détail qui fait particulièrement écho à l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Ecosia publie chaque mois ses rapports financiers pour montrer comment son argent est utilisé. Et s'est engagé légalement à rester fidèle à sa mission et à ne pas pouvoir être vendu. Si vous voulez changer de moteur de recherche sans vraiment changer vos habitudes, vous pouvez installer Ecosia sur votre téléphone ou votre ordinateur. Le lien est en description. Bon, chez Couchsurfing, malheureusement, la pub n'allait pas rester longtemps le seul moyen de gagner de l'argent. Du coup, en 2016, Couchsurfing tente autre chose, faire payer les hôtes 3 € pour leur donner le privilège d'héberger gratuitement des visiteurs. Et le retour du bâton, il va être brutal. Les avis de la communauté sont si catastrophiques que quelques semaines après, Couchsurfing retire cette fonctionnalité. Utiliser le site redevient gratuit. Pendant 5 ans, ouais. Un soir de 2021, quand les membres se connectent, ils voient ça. C'est une claque. Il n'y a pas eu de message, il n'y a pas eu une campagne pour annoncer les changements à venir. La direction de Couchsurfing, elle a juste décidé de changer les règles de la plateforme. Les membres, eux, ils ont été mis face au mur. Soit ils payent les 2,99 $ par mois, soit ils ne retrouveront jamais l'accès à leur liste d'amis, à leurs messages, à leur historique. Aux vies qu'ils ont bâties pendant des années sur le site web couchsurfing.com. Ce fut un exode massif. Des centaines de milliers de membres ont tourné les talons sans regarder derrière. C'est compliqué d'obtenir des chiffres précis sur l'activité de Couchsurfing, mais si on regarde les données de Google Trends pour le mot-clé Couchsurfing, la tendance est limpide. Un pic d'intérêt autour de 2012-2013, puis un déclin continue. Ensuite, année après année, le site perd en notoriété. Maintenant, faut pas être mauvaise langue. Couchsurfing investit une partie des revenus en publicité hyper agressive et ça marche. Le site compte près de 10 millions de nouveaux adhérents. Le souci, c'est que 90% d'entre eux sont complètement inactifs. Les passionnés de Couchsurfing, eux, ils en peuvent plus. Ils ont tout donné pour ce projet. Et dès que l'argent s'est mis à entrer, ils ont été jetés comme de vieux torchons. Couchsurfing ne publie pas ses comptes financiers et il est donc très difficile de savoir combien gagne la compagnie. Toutefois, Brendan Lee, un ex-fan de Couchsurfing, blogueur et comptable, a estimé le chiffre d'affaires de la société et c'est hyper intéressant. Selon lui, avant le Covid, donc en 2018-2019, Couchsurfing gagnait environ 5,5 millions de dollars par an. Il avait estimé les frais de vérification par carte postale à 1 million de dollars. Et toujours selon ses estimations, les innombrables publicités de Couchsurfing rapportaient 4,5 millions. On est donc sur un revenu annuel de 5,5 millions de dollars. Un argent qui n'est jamais allé aux hôtes, qui sont pourtant la base du Couchsurfing. Un argent qui n'a pas été reversé aux bénévoles, qui ont dédié des milliers d'heures de leur vie à l'organisation. Un argent qui n'est pas allé aux blogueurs et aux ambassadeurs de Couchsurfing. Et très souvent, un argent qui a été gagné sur le dos de clients débités de manière arbitraire. Il y a un commentaire Facebook qui résume parfaitement ce qu'est devenu Couchsurfing. J'ai récemment vécu une expérience désagréable avec Couchsurfing. Après avoir créé un compte, j'ai constaté un prélèvement non autorisé sur mon compte bancaire lors de leur processus de vérification. Aucune information claire n'a été fournie concernant ces frais lors de l'inscription, ni dans leurs conditions générales. Pour couronner le tout, leur politique stipule que ces frais ne sont pas remboursables. Et je vous assure que cette personne n'est pas un cas isolé. Ils sont très nombreux à partager leur mauvaise expérience sur la plateforme. Couchsurfing était une communauté de voyageurs qui s'entraidaient. Aujourd'hui, l'argent est au centre de ces opérations. À sa création, Couchsurfing fonctionnait uniquement avec des dons. Et oui, certains de ces dons étaient versés via carte bancaire. Mais quand vous tapiez les numéros de votre carte, vous n'aviez rien à craindre. Couchsurfing ne prélevait rien sans votre accord explicite. Couchsurfing ne prenait que le montant clairement indiqué sur la fenêtre. Mais aujourd'hui, sur Couchsurfing, plusieurs utilisateurs disent avoir été prélevés de manière aléatoire. Et sur Trustpilot, le site n'obtient qu'une note de 1,1, un indicateur de confiance très faible. On va pas se mentir. Et si ça s'arrêtait là, une erreur peut arriver, mais là les plaintes s'accumulent. Dès qu'il y a un souci, Couchsurfing ghost ses utilisateurs. Vous leur envoyez un email après avoir été surfacturé, silence radio. Vous essayez de les joindre via le formulaire de contact, sans parler du fait que l'équipe de Couchsurfing n'a ni numéro de téléphone ni adresse physique. Silence radio. Le service client de Couchsurfing est complètement inexistant. Sur leur page, des centaines de personnes laissent des commentaires, mais rien. Couchsurfing continue de les ignorer. Alors,
ils vont pas hacker votre carte bancaire. Mais toutefois, vous risquez d'être débité sans avertissement. Si jamais vous osez vous plaindre, ils donneront pas suite à vos messages. Tout ça alors qu'ils s'approprient vos données. Les conditions d'utilisation de Couchsurfing sont le cauchemar des activistes digitaux. En une phrase, Couchsurfing a un contrôle total sur tout ce que vous postez sur son site web. Couchsurfing peut vendre vos données, peut repartager vos photos, se servir de vos messages privés comme ils l'entendent. Entre les prélèvements douteux et le service client fantôme, les backpackers désertent le site internet. Surtout que les rares membres qui restent se plaignent d'une autre chose. Couchsurfing n'est plus Couchsurfing. En 2003, une expression revient en boucle sur les forums dédiés à l'échange d'hébergement. The Couchsurfing Spirit. En gros, c'est faire confiance à des personnes que l'on ne connaît pas. C'est ouvrir sa porte à des inconnus et leur partager un bout de sa vie. En 2025, Couchsurfing n'incarne plus du tout cet esprit. La plateforme est devenue une version cringe de Tinder. Pendant les meet-up, il y a une écrasante majorité d'hommes. Alors ça, c'est pas du tout un problème, évidemment, mais le souci, c'est que ces hommes sont souvent là pour faire des rencontres amoureuses, et pas que, et qu'il y a pas mal de gros forceurs. Et sur Internet, les femmes se peignent de plus en plus de ça. Quant aux hommes qui veulent vraiment faire du couchsurfing, ils ont de la peine à trouver un logement. L'envie de découvrir l'autre, la confiance, l'esprit d'équipe, les utilisateurs de Couchsurfing ne retrouvent plus du tout ces valeurs. En fait, la qualité des interactions sur Couchsurfing s'est beaucoup dégradée. Les surfeurs ne veulent plus découvrir la région avec un local. Ils cherchent juste à être logés gratuitement. Du côté des hôtes, il y a donc moins de raisons d'accueillir qui que ce soit. Couchsurfing est passé d'une communauté centrée sur l'entraide à une plateforme d'échange de services. Et honnêtement, c'est pas uniquement à cause des invités sans manières et des pervers, c'est plus profond que ça. Le monde a changé. Les plateformes concurrentes se sont multipliées, qu'elles soient directes ou indirectes. Il y a eu Airbnb qui à ses débuts mettait aussi énormément en avant le partage d'expériences et le fait de vivre chez un local. Il y a Home Exchange pour échanger des logements, House Sitting pour garder des maisons, le volontariat. Bref, les alternatives se sont multipliées. Mais des concurrents directs ont aussi vu le jour. Be Welcome, par exemple, reste fidèle à l'ADN original. Une asso à but non lucratif, gérée par des bénévoles, où l'hébergement reste 100% gratuit. Trustroots mise sur une approche encore plus communautaire, en ciblant spécifiquement les voyageurs adeptes de festivals et de modes de vie alternatifs. Et même des alternatives vraiment niches comme la Fédération française de cyclotourisme qui propose un système de cyclotes. J'ai eu l'occasion de tester ça dans ma vidéo sur la Normandie à vélo, cliquez ici pour la voir. Et puis il y a les groupes Facebook locaux, les forums Reddit, les communautés Discord. En gros, l'hébergement collaboratif c'est fragmenté, décentralisé, mais il n'a jamais disparu. Couchsurfing fait payer pour un service désormais accessible, plus ou moins gratuitement, partout ailleurs. Comme le Titanic, le projet coule, disparaissant peu à peu dans les abysses d'Internet. Ne reste plus qu'à savoir si un jour, Couchsurfing.com pourra remonter à la surface. La réponse courte ? Très probablement pas. Couchsurfing a brisé la confiance de ses utilisateurs. Il n'y a pas de retour en arrière possible par rapport à ça. Il restera ce site qui a exploité des milliers de bénévoles avant de se transformer en machine à profit. Mais l'esprit du Couchsurfing, lui, il est pas mort. Il vit dans chaque voyageur qui choisit l'authenticité plutôt que le confort. Dans chaque hôte qui ouvre sa porte à un inconnu. Dans chaque plateforme alternative qui place l'humain avant le profit. Couchsurfing.com est mort, certes, mais pas l'esprit du Couchsurfing. N'hésitez pas à partager votre propre expérience sur Couchsurfing en commentaire. Je serais vraiment curieux de les lire. Et dites-moi si vous voulez une autre vidéo d'enquête, comme celle que j'ai faite sur cet influenceur qui a décidé de lancer sa propre compagnie aérienne de luxe. Spoil alert, tout s'est pas passé comme prévu. Et abonnez-vous si ce contenu vous a plu. Peace!